suis vraiment connecté à l'essentiel. Limite, c'est quoi si j'avais qu'une seule action à faire à laquelle je ferais, je fais pas les autres. Tu vois un peu le syndrome de l'expert qui est tellement bon mais qu'il ne voit pas la valeur qu'il apporte et qui va renier ses prix donc ses marges et qui va ensuite peut avoir un impact aussi sur sa vie personnelle parce que quand on n'arrive pas à bien se payer, forcément parfois on peut prendre des décisions qui sont émotionnelles ou qui sont pas nous, mais parce qu'on est dirigé par la survie et pas la vie. Et quand on est entrepreneur en fait le ce qu'on nous dit pas, c'est que quand on arrivera à la retraite, alors peut-être que c'est dans 40 ans, dans 50 ans pour certains, sauf que c'est à nous de constituer notre retraite, c'est à nous de constituer notre patrimoine. Donc si on gagne autant qu'en étant salarié, sauf qu'on n'a pas les protections, on n'a pas les cotisations pour la retraite et tout ça, ça va être compliqué en fait dans 40 ans derrière. Donc ce qui fait que moi j'ai plutôt une vision de se payer en premier, donc de créer un business en fait où on se paye cher. Salut et bienvenue sur le podcast Multipreneur, le premier podcast consacré au multipreneuriat, le fait de posséder et gérer plusieurs entreprises en même temps. Je suis Yann Second, multipreneur, et je t'emmène dans mon aventure pour démocratiser le multipreneuriat. Tu nous disais que du coup de devenir papa et comme plein d'autres choses, c'était aussi une aventure entrepreneuriale et que ça prenait aussi de la place et de la place comme un projet à part entière. Avant qu'on aille sur ce sujet-là, est-ce que tu pourrais justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter s'il te plaît, nous parler de ton parcours et Ouais. qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé jusqu'ici? Ok, avec plaisir Yann. Écoute, bonjour à tous pour ceux qui nous écoutent. Alors je m'appelle Benjamin Maffé. Aujourd'hui j'ai 33 ans, donc récemment papa depuis 15 jours maintenant. Et en fait, ce qui me caractérise, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est même pendant mes études, alors je viens d'un parcours où j'ai fait une école d'ingénieur en chimie, j'ai toujours entrepris de mon côté, même à l'époque où j'étais en études. Et en fait, le euh, ce que je remarque, c'est que ça a été mon fil conducteur tout au long de ma vie. Mais j'ai toujours été dans des thématiques assez atypiques où on voit pas forcément la complémentarité là-dessus. Puisque quand j'étais jeune, je voulais devenir prof de maths. Après, j'ai fait une classe préparatoire et finalement, je suis devenu ingénieur en chimie. Et mon premier emploi, je l'ai pas obtenu dans la chimie, je l'ai obtenu dans la vente alors toujours dans le domaine scientifique, mais on était sur de la pure vente en rajoutant un domaine technique. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai toujours entrepris des projets à côté. Moi, ça fait 11 ans que j'entreprends. Et en parallèle que j'étais en études et que je travaillais en tant qu'employé, j'ai démarré par du marketing de réseau, où pareil, sur des domaines assez diversifiés, j'ai fait plusieurs sociétés. On était dans le e-commerce, dans le bien-être, que ce soit dans les produits anti-âge, mais aussi dans des produits qui apportent qui apportent de la sérénité ou qui permettent de prendre soin en fait de sa vie. Donc c'était des domaines assez diversifiés là-dessus et voilà. Donc ça c'est côté ça c'est côté c'est côté entrepreneurial là-dessus. Donc j'ai fait du marketing de réseau pendant que j'étais employé également. Je me suis ensuite associé avec mes anciens patrons. On a développé une boîte qui était complémentaire à ce que l'on faisait donc là-dessus. Et après, au fur et à mesure, je remarquais que au-delà de d'être employé, moi j'avais toujours ce désir d'entreprendre. Et en 2018, je me rappelle, j'étais allé à un séminaire qui était sur les finances et le business, et j'avais pris la décision que dans les 12 mois, j'allais être mon propre patron là-dessus. Et j'ai remarqué qu'à cette époque-là, en fait, quand je faisais l'état des lieux par rapport à ma situation, je travaillais sur 4 projets en même temps. Donc j'avais ma société donc qui s'appelait Vibetech à l'époque, Vibration et Technologie, sur lequel j'étais employé. Donc ensuite j'avais développé le projet où j'étais associé à mes patrons qui s'appelait Lab Protect, qui était on apportait des solutions pour protéger des laboratoires par rapport à des instruments de mesure par rapport aux vibrations, aux champs électromagnétiques et aussi à l'acoustique. J'avais une autre activité dans le marketing du réseau et j'avais mon ancien meilleur ami de l'époque qui m'avait proposé une opportunité business pour aider des startups à se développer à l'international. Et au final, j'avais ces 4 activités et à la fin du séminaire, en fait, j'en ai regardé qu'une.
j'en ai gardé qu'une. Bon, j'ai continué d'être employé, mais j'en ai gardé qu'une. Et c'était celui d'aider les startups à se développer à l'international. Donc en 2018. Et donc ça s'est développé pendant un an. Et en fait, cette activité-là, elle m'a aidé à quitter mon emploi, puisque en novembre 2018, j'avais pris la décision de quitter mon salariat et ça a été compliqué pour moi parce que comme je te l'ai dit, Anne, je gagnais très très bien ma vie. J'étais même content de partager à mon entourage que je gagnais plus que mes patrons. Donc après, je leur apportais énormément de rentabilité, de bénéfices et c'était gagnant-gagnant dans les deux cas. Mais vu que voilà, quand tu es dans une situation où tu gagnes entre 5 et 6 000 euros net finalement et que tu veux aller dans l'entrepreneuriat, et c'est parfois compliqué hein, de générer des niveaux de revenus là quand on est entrepreneur, ben, ça a été compliqué pour moi, mais je devais aller dans cette direction-là. Et du coup, ben, j'avais pris la décision de démissionner. Donc c'était en mars 2019. Et ce qui est assez marrant dans mon cas, c'est qu'en avril 2019, ma boîte que j'ai développée avec mon ancien meilleur ami et une autre personne, ben, j'ai fait faillite. Ok. Euh, et au-delà de faire faillite, moi, je me suis rendu compte que j'avais réussi à économiser pas mal d'argent, donc avec mes niveaux de revenus, mais je me suis rendu compte que au-delà de faire faillite, j'avais quasiment dépensé l'intégralité de mes économies, sans m'en rendre compte consciemment, tellement j'étais dedans dans ce cocon. Et en fait, mon premier mois d'entrepreneuriat a, a démarré seul. En fait, j'étais faillite, plus de revenus d'un côté, et voilà, au-delà de choses que j'ai appris par rapport à mon associé, qui était en fait un escroc, un manipulateur, c'est toute mon identité en fait qui a dû changer. Donc j'ai démarré à 100% dans l'entrepreneuriat là-dedans. Ouais, ouais, super, super départ. Écoute, là, tu t'as dit que tu avais mangé un peu toutes tes économies. Est-ce que c'est par rapport au niveau Ouais. de vie que tu avais à l'époque, ou alors est-ce que c'est parce que tu as investi aussi beaucoup d'argent dans ce projet-là? Ou c'est un En mélange fait, des moi, deux? j'ai investi beaucoup d'argent dans ce projet-là, donc là-dessus. Et après, voilà, il y avait des choses qui devaient arriver, qui ne sont jamais arrivées, voilà, des fausses promesses tenues. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, c'est Bibi qui alimentait, qui alimentait, qui alimentait. Et à la fin, on avait embauché des personnes, mais on s'était rendu compte que qu'on devait fermer la société parce que il y avait une partie des choses qui étaient basées sur du mensonge à cause de mon associé et ce qui fait que j'ai pris la décision de faire faillite parce que c'était plus vivable pour moi et si on devait parler de mon temps voilà c'est vrai que j'avais réussi à économiser moi je viens d'un milieu mes parents ne sont pas entrepreneurs ont des jobs viennent d'une classe moyenne très voilà je viens de la campagne hein, à la base mais du coup j'avais réussi à économiser presque 80 000 € avec mon propre argent, donc en étant salarié là-dessus. Et en fait, ces 80 000 €, ils ont été perdus. Donc, ce qui fait que en mai 2019, j'ai démarré, je redémarrais de zéro. J'avais quitté un salariat, donc comme j'ai démissionné, je pouvais même pas prétendre au RSA. Donc en mai 2019, quand je me suis mis en auto-entrepreneur, en fait, j'avais pas le choix que de générer des revenus en tant qu'entrepreneur. Et donc, comment tu as fait pour ressortir? Ça a été quoi la suite pour t'amener à où tu es aujourd'hui? Ça a été quoi la suite là-dessus? Déjà, moi, ce qui a été un déclencheur pour moi, parce que mai 2019, c'était une période qui était très compliquée là-dessus, parce que au-delà, voilà, de ne pas pouvoir payer des personnes que tu avais embauchées tenir des promesses, toute la culpabilité qui est associée. J'avais même un très bon ami à moi qui m'avait rejoint et qui travaillait dans une grande entreprise en fait, qui avait décidé de nous rejoindre et malheureusement, ça s'est pas développé. Mais ce qui m'a aidé en fait, c'est déjà d'oser en parler à mon entourage, de me faire accompagner, de me faire coacher avec des personnes pour m'aider un peu à libérer le chaos, à enlever un peu toute cette frustration, toute cette culpabilité en fait qui était associée, parce que ça pesait intérieurement, ça pesait chez moi. Et au-delà de ça, par rapport à ce qu'on a développé, j'avais aussi des partenaires parce qu'on devait monter une filiale. C'était un projet en Belgique, parce que j'habitais en Belgique à l'époque, mais c'était aussi j'avais aussi des partenaires où on devait monter une filiale en France. Et le fait d'avoir parlé hein, à ce partenaire-là en toute transparence, en fait, lui m'a dit, bah écoute, moi, je voulais rejoindre le projet, c'était pour toi. Et il m'a tout de suite proposé en fait de retravailler ensemble sous une autre manière. Finalement, j'avais rejoint sa start-up. Et en fait, assez rapidement, on a retrouvé une collaboration et après, j'ai refait quelques projets à côté avec mon ancienne entreprise aussi, donc pour pouvoir aller choper du revenu, mais aussi aider mon ancienne entreprise dans la transition, parce qu'ils n'avaient pas encore la personne qui devait me remplacer et c'était un peu dur pour eux, donc c'était gagnant-gagnant. Donc mes premiers revenus, j'ai réussi à les générer
comme ça. Et après, au fur et à mesure, je me suis lancé en tant que consultant en growth marketing et dans la vente. Et c'est là où, au fur et à mesure, les projets ont commencé à découler. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux continuer vraiment pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Juste, je veux bien qu'on fasse, tu vois, une vision globale de ton parcours pour bien Vi- comprendre où t'en es. Et ensuite, on rentrera vraiment, tu vois, dans le détail de Yes, comment on lance des projets, l'organisation, etc. yes. Bah du coup, donc là, si je dois faire un peu le parcours en accéléré, donc mai 2019, auto-entrepreneur, je me lance dans le projet. J'ai eu plusieurs opportunités d'association, donc fin 2019, début 2020, donc notamment avec une boîte en Belgique sur de growth marketing. Et en parallèle de ça, il y avait des choses qui me convenaient pas, donc du coup, ça s'est pas fait. Et en Mhm. parallèle de ça, j'ai trouvé mon associé, enfin voilà, mon associé de Scalesia, Benoît. Donc on avait commencé des discussions parce que lui, il avait une société qui s'appelait Grooster à l'époque, il avait cofondé avec une autre personne qui était dans le growth marketing. Il y avait un bootcamp sur la prospection B2B, sur l'outbound marketing et une agence autour de lancer des campagnes outbound également. Et moi, j'étais à un stade où j'étais en train de sortir une formation sur LinkedIn, sur la prospection LinkedIn. Et finalement, on s'est rencontrés et de fil en aiguille, au lieu que je sorte ma formation sur le marché français, on avait décidé de collaborer ensemble et lui, il avait déjà un produit qui tournait. Et au fur et à mesure, je m'occupais de ses ventes là-dessus et donc à l'intérieur de Grooster et vu qu'on avait une vision commune et qu'on avait envie de créer quelque chose qui était un peu différent par rapport au growth, par rapport à l'acquisition et parce qu'on avait cette vision que la croissance c'était pas et le growth c'était pas qu'une question d'acquisition, c'était de voir la croissance d'une boîte de manière holistique. Bon, au fur et à mesure, au bout de quelques mois, on avait développé Scalesia. Pour ceux qui connaissent, donc ça c'était en septembre 2020. Donc Scalesia aujourd'hui existe toujours hein, en train de bien se développer. Hein. Ça représente une quinzaine de collaborateurs et 65 freelance consultants qui bossent sur des projets de boîte. Donc ça a été mon plus gros projet, on dire entrepreneurial en termes de développement. Et sur ces 2 ans, j'ai aussi développé un patrimoine immobilier de mon côté. Donc ça a été un peu mon fil conducteur. Énorme. Là, moi, je t'avoue que direct, forcément, première question qui me vient comme ça, tu nous as dit que tu avais eu on peut appeler des déboires avec ton Ouais, précédent associé, ouais. sachant que en plus de ça, on sait que, euh, on va dire que sur toutes les problématiques, les entreprises qui font faillite, c'est quand même le problème entre fondateurs, c'est le problème numéro un. Comment t'as fait pour pouvoir t'associer à nouveau avec quelqu'un et puis de manière quand Hmm, même assez rapide, tu vois? Et ouais. comment t'as rencontré Benoît? Comment ça a pu se faire, tu vois, avec ce que tu Hmm, venais de vivre en fait? C'est ça ouais. En qui fait, est quand même bluffant. je t'avoue que c'est assez dingue. Et en fait, ce que je remarque hein, là, après les 10 ans, c'est que par rapport à tous mes projets, j'ai toujours été dans des formes d'association. Donc j'ai toujours entrepris donc en équipe là-dessus et c'est vrai que cette expérience-là où je me suis associé avec mon ancien meilleur ami et où la connexion elle était tellement forte, voire aveuglante en fait où il y a certaines choses où je me suis rendu compte qu'il manquait sur un tas de choses. Donc le fait de me réassocier, j'ai eu avant Benoît, j'ai eu 2 opportunités d'association que j'ai osé refuser. Donc la première, c'est parce que ça me correspondait pas par rapport au marché. Et le deuxième, c'est l'identité de l'entreprise, la manière dont dont j'arrivais à m'exprimer avec les fondateurs. Il me manquait quelque chose. Ok. Et quand j'ai rencontré Benoît, en fait, la connexion, elle s'est faite de manière immédiate. Où à la fois, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a eu tous les deux des expériences passées en termes d'association qui ont été douloureuses. Donc forcément, on a pu connecter par rapport à ça. En termes de vision aussi entrepreneuriale, on avait beaucoup de similarités. Et vu que il y avait les thématiques, on était autour du growth marketing, de la croissance des entreprises et que nos compétences étaient complémentaires, ça s'est fait en fait, ça s'est imbriqué. Il y avait la complémentarité en termes de compétences. Donc lui, le côté branding, marketing, moi le côté vente et structuration des entreprises. Et après, il y avait le fit humain, bien sûr. Et là, on s'est pas posé de questions. On s'est pas posé de questions. Et en plus, voilà, on était vraiment dans cette stratégie. On teste et on voit. On teste et on voit. Et on a bossé ensemble pendant 2 mois. Donc pour voir comment ça se passait à l'intérieur de Grooster. Et c'est là où 2 mois après, on avait décidé de s'associer. Et ensuite, 3 mois après, est venu Scalesia, mais qui était un peu les prémices de Grooster, qui s'est renommé ensuite.
Ok. Et comment vous vous êtes rencontrés? Parce que ça, tu vois, c'est une question que j'ai beaucoup. Ouais, Le terme des, tu vois, des associés, c'est une thématique vraiment importante dans le multipreneuriat. Tout simplement parce qu'il y a des multipreneurs qui, eux, sont tout seuls sur tous leurs projets, d'autres qui sont associés ouais. à des personnes sur tous leurs projets, et d'autres qui alternent certains projets seuls, certains projets à deux, tu vois. Donc, moi, ça m'intéresse aussi de savoir bah, cet associé, pourquoi tu l'as choisi et comment vous êtes rencontrés, comment ça s'est fait? Et est-ce que tes Hmm. autres associés et tes autres entreprises, c'était à chaque fois, tu as parlé, tu vois, de compétences complémentaires. Est-ce que c'était basé que là-dessus? Est-ce que c'était basé sur d'autres choses? Tu vois, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? En fait, au démarrage de chacun de mes projets, c'est l'humain qui a primé avant tout. Donc que Ok. ce soit dans le marketing du réseau ou ben, on va dire j'ai eu des mentors alors là j'ai plutôt la posture d'apprenant en fait où j'avais mes mentors qui m'ont aidé à me développer, à démarrer dans l'entrepreneuriat où là ben j'apprenais et on va dire je pratiquais mais aussi ben j'étais coaché de ce côté-là. Ça a toujours été l'humain. Ça a toujours été l'humain. Avec mon ancien meilleur ami, c'était ça. Donc c'est l'humain qui a primé. Et après, bah, on s'est dit, ah bah lui, il avait des compétences là-dedans, moi là-dedans. Donc on avait décidé de cofonder ça. Et avec Benoît, pareil, c'était l'humain avant tout. Mais le fait qu'on se soit rencontrés, c'est un pur, enfin, pour moi, c'est un pur hasard en fait. Et parce que je me rappelle, j'étais en train de lancer ma formation sur LinkedIn. Bah, je faisais ma veille aussi. Je faisais ma veille là-dessus. Et je me suis rendu compte que bah, il y avait ce bootcamp sur la prospection B2B qui était sorti du côté de Benoît. Donc je le contacte pour bah, me faire connaître parce que je voyais déjà qu'il y avait de potentiel de complémentarité, du partenariat. Et là où on a partagé toujours cette vision, c'est qu'il n'y a pas de notion de concurrence. On n'a jamais vu cette vision de concurrence où même si tu touches potentiellement la même cible, où tu proposes le même type de produit, là c'était le cas d'un bootcamp, d'une formation, ben, ça reste quand même deux environnements différents. C'est quand tu viens acheter un formateur, au-delà de la compétence technique, ben, ça va être le format que tu vas aussi acheter, ça va être Tout à l'énergie fait. aussi du formateur et toute son histoire derrière. Et aujourd'hui, tu vois, et c'est aussi un de mes moteurs dans l'entrepreneuriat, tu vois, même si tu touches des cibles similaires, ben, pourquoi, au lieu d'essayer à se tirer des balles l'un l'autre, ben, pourquoi pas essayer de trouver des formes de partenariat ou de soutien? Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Alors pourquoi déjà mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un qui essaie juste de prendre sa vie en main, potentiellement mettre sa famille à l'abri, de bien gagner sa vie, et en même temps bah, d'apporter de la valeur à un marché à sa manière, avec sa sensibilité. Donc, euh, donc on a connecté là-dessus et ben ouais après il y avait aussi une côté opportunité parce que Benoît avait énormément de traction par rapport à le contenu, on dirait voilà c'était le contenu, c'était l'académie à l'époque où là-dessus il y avait plein de demandes mais du coup ben, il manquait un peu ce côté commercial, à commencer Mhm. à vendre plus rapidement, vendre plus sereinement et au-delà de ça, bah, commencer à structurer une vraie entreprise. Hein. Parce que là on était aux prémices de il y avait un produit mais pas forcément une entreprise. Et après, bah, au fur et à mesure, commencer à monter les prix, commencer à monter pour pouvoir monter une équipe aussi, et on dirait être à la hauteur de la valeur qui était apportée, tu vois. Et ça, c'est un peu ce que je vois, tu vois, dans les indépendants que j'accompagne aujourd'hui, tu vois, un peu syndrome de l'expert qui est tellement bon, mais qu'il ne voit pas la valeur qu'il apporte et qui va renier ses prix, donc ses marges, et qui va ensuite bah, peut avoir un impact aussi sur sa vie personnelle, parce que quand on n'arrive pas à bien se payer, bah, forcément, parfois on peut prendre des décisions qui sont émotionnelles ou qui sont pas nous, mais parce qu'on est dirigé par la survie et pas la vie. Bah écoute, c'est très bien, tu nous fais une belle transition, tu vois, sur le fait de lancer des projets. Là, tu nous as Ouais, parlé de marge, tu nous as parlé de... Parce qu'en fait, si on regarde bien les aventures un peu entrepreneuriales, tu as eu plein de choses complètement différentes. Tu as eu ouais, ouais, une c'est, sorte de... Tu as fait de l'intrapreneuriat, tu as fait ouais, de l'entrepreneuriat associé en créant une sorte de filiale un peu d'une entreprise enfin, sous-traitante. Tu as oui, fait du soloprenariat, tu as fait, on va dire, du soloprenariat qui s'est transformé en entreprise start-up d'un point de vue là. Donc, d'un point de vue spectre et différents business et différents fonctionnements, structuration, tu as quand même vu un sacré éventail en très peu de temps, donc de manière très condensée. Euh, Est-ce que justement, tu as trouvé quand même des choses qui étaient communes à ces différents projets? Ou alors est-ce que chacun de ces business a des fonctionnements, tu vois, je sais pas, des développements et des opportunités qui sont complètement différentes? Et est-ce que justement tu peux nous parler de ces différentes structures, quoi, ouais, ces différents business? ok. Hum,
Par rapport à ta question, j'ai vraiment je dirais que j'ai trois réponses qui me viennent et qui sont Ouais, complémentaires de comment on peut lancer un projet. La première, et pour moi, c'est celle qu'on soit expert dans un domaine ou pas, hein, pour moi, ça fait partie des essentiels, c'est vraiment d'aller en discussion profondément avec son marché. Donc de créer ces conversations, de créer ces discussions. Et de pas hésiter, en fait, à avoir des entretiens qui vont durer une heure et demie, ou au-delà d'avoir des réponses, on va dire, de besoins, mais c'est d'essayer d'aller toucher les besoins fondamentaux de qu'est-ce que les gens ont vraiment besoin, qu'est-ce qu'ils recherchent. Pas rester juste dans le mental, dans le paraître, mais vraiment aller chercher des leviers émotionnels où la personne, elle ouvre son cœur finalement et elle te le dit, elle te sert sur un plateau ce qu'elle a vraiment besoin. Moi, c'est ce que j'ai constaté, hein. Là, j'ai recommencé ça cet été ou sur un format qui était vraiment dédié aux solopreneurs. C'est eux qui me donnaient les réponses. Même si j'avais déjà, bah, forcément, mon expérience, mon expertise marché, aider un entrepreneur, en fait, à générer suffisamment de revenus, à prendre sa vie en main et, ben, créer un business qui est rentable. J'avais déjà des éléments de réponse, mais je voulais pas que les réponses viennent de moi. Et c'est un peu, même au sein de Scalesia, tu vois, on s'est rendu compte les pires produits qu'on a lancés, parce qu'on a eu aussi des fails, c'est ceux où on pensait qu'on avait la solution et qu'on n'est pas allé en face demander au marché. Je me rappelle d'un produit abonnement qu'on a essayé de lancer, ça a été une catastrophe là-dessus. Et là, tu vois, en prenant vraiment le temps et privilégier la relation à la rentabilité au début, surtout quand on crée un projet, c'est essentiel. Et vous pouvez pas imaginer les pépites qui peuvent ressortir, surtout si vous enregistrez vos appels et que derrière vous les réécoutez et que vous utilisez les mots des personnes, c'est méga puissant. Donc ça, je dirais que c'est ma première réponse quand on se lance là-dessus. Et la deuxième réponse, c'est avant de se lancer aussi, c'est d'oser ben, se poser les bonnes questions en amont. Donc de pas voir que l'opportunité de marché. Souvent, ben, on dit voilà, tu dois aller entreprendre dans un marché où il y a un problème qui est dur, hein, douloureux, urgent, reconnu. Ça, c'est le côté plus positionnement marketing. Mais ce que je me rends compte, c'est que ben il manque en fait deux choses qui sont complémentaires à ça, qui sont essentielles. La deuxième, c'est ben, ton expertise, ton expérience, ta capacité à apporter de la valeur à ce marché-là, qu'au-delà d'être un opportuniste, un bon marketeur qui sait flairer les opportunités, ben, si t'as pas l'expérience, si t'as pas un certain degré de légitimité, donc ta priorité, ça va être de la construire avant de commencer à construire un empire derrière ça. Donc c'est être sûr que c'est en phase avec tes expériences, tes expérimentations. Et le troisième, c'est que tu prends du kiff sur le chemin, que tu es connecté à cette cible, que ça te fait, tu crées une conversation, que ça te fait, limite tu ressors avec plus d'énergie après avoir eu la conversation avec ton prospect, avec ton potentiel client, et que le format sur lequel tu entreprends, que ce soit de la formation, que ce soit du SaaS, que ce soit du consulting ou autre, mais que tu prends du plaisir aussi dans ce format. Et donc, quand on lance un projet, c'est être sûr, tu vois, c'est comme on parle un peu de cette notion d'ikigai, tu vois, c'est, moi, quand je conseille des personnes pour démarrer ou relancer un projet, c'est je m'assure déjà de cette complémentarité entre ces trois points. Tu viens taper un problème qui est dur, mais surtout, avant, tu te poses la question de où est-ce que tu es très bon et qu'est-ce qui te rend unique, en fait, où là, bah, on peut pas te déraciner, on va tout de suite identifier à quelqu'un de confiance et que tu travailles sous un format, un business model et des cibles à qui tu prends du plaisir au quotidien. mm, mm, clairement. Donc ça, c'est la deuxième façon là-dessus. Et potentiellement une troisième, et ça, je l'ai plus vécu dans l'immobilier là-dessus, parce que je connaissais rien à l'immobilier. Par contre, j'avais une envie de, à la fois de générer donc me générer un patrimoine, mais au-delà du patrimoine, là, j'étais plutôt dans une envie de me générer du cash flow positif. Donc là-dessus, là, je me suis fait accompagner par des experts du domaine. Donc moi qui me connaissais, vu que je connaissais rien à ça, j'ai réussi à trouver les bonnes personnes qui m'ont aidé à le faire. Et là, au début, j'étais plutôt dans un format où c'est eux qui m'ont aidé à trouver le projet. Et là, maintenant, sur mes prochains immobiliers, voilà, vu que j'ai mis un petit peu de bouteille, je commence à créer mes propres projets après avoir appris. Donc ça, si on démarre et qu'on n'a pas l'expérience, c'est apprendre auprès d'experts qui te font monter en compétences, en connaissances, en clarté aussi, et qui t'évitent en fait de voir d'avoir, je dirais, de créer en fait tes radars, tes points de vigilance pour pas se cramer sur le chemin. Et tu vois, c'est un peu moi mon c'est un peu mon retour d'expérience par rapport à moi ma boîte là que j'ai développée avec mon ancien meilleur ami, c'est que j'avais pas développé mes capteurs.
Je suis quelqu'un qui est un éternel optimiste. Je fais facilement confiance aux gens. Mais là, je faisais tellement confiance qu'il y a des trucs évidents, bah, je les voyais pas. Tu les voyais pas, ouais, à ce moment-là, quoi. Et ça, là, tu vois, déjà dans ces premières minutes où on échange, tu as parlé quand même beaucoup de se former, d'être accompagné. Euh, Hmm. et en plus de ça, on voit que tu as un parcours, tu vois, comment dire, t'es passé par une école de chimie, ensuite t'es allé en vente, ensuite tu fais du gros. Euh, on imagine que c'est pas venu tout seul, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse partie qui s'est fait sur la formation peut-être tout au long. En plus de ça, à côté de ça, juste avant qu'on enregistre, tu m'as dit que l'apprentissage, on apprenait quelque chose tous les jours. Euh, Ouais. donc la formation, elle prend quand même une grande partie de ta vie peut-être aussi aujourd'hui. Je sais pas, comment tu fais ça, quelle place ça prend, quelle est l'importance un peu de ça pour toi et comment tu te formes aussi tout simplement. Ouais. Ah, je suis un éternel appreneur. J'adore apprendre et ensuite j'adore transmettre aussi. Donc ces deux énergies-là. Mais avant de transmettre, ben, il faut avoir de la bouteille, de l'expérience. Donc et ben, ça demande aussi de se former ou de se faire mentorer chez les bonnes, enfin, chez des personnes. Et après, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que le plus important, c'est d'apprendre chez les bonnes personnes, aller chercher les millimètres et ça vient en se posant les bonnes questions. Mais ça, je l'ai découvert sur le chemin. Mais c'est vrai que la formation et enfin, la formation, donc, depuis que j'ai entrepris, on va dire, j'ai commencé par des séminaires en développement personnel. Donc je Ok. me rappelle que ça a démarré en 2014 là-dessus. Tu vois là, et 2014, c'était associé à mon deuxième projet de marketing du réseau. Le premier, c'était en 2011 et pendant 3 ans, j'ai essayé de faire ça seul. Je me suis rendu compte que ça n'a pas marché là-dessus. J'ai juste récupéré ma mise du début, mais j'ai rien gagné alors que j'avais dépensé des centaines d'heures à essayer de trouver des clients, à imaginer des choses, mais je suis pas rentré dans la matière. Par contre, dès que j'ai commencé à me faire accompagner, j'ai eu un mentor. Ce premier mentor m'a ouvert au monde du développement personnel. Après, je suis allé par moi-même à un séminaire, c'était David Laroche à l'époque. Ça s'appelait le séminaire, il s'appelait Libérer votre potentiel. Et en fait, ça m'a donné le goût en fait d'apprendre, de recommencer à lire des livres, alors que je le faisais pas du tout à l'école et j'aimais pas ça. Donc à oser lire des livres de développement personnel, des livres sur l'argent, sur la finance. Et après, bah, au fur et à mesure, c'est continuer à faire des séminaires. Donc 2014-2015, j'ai eu une période comme ça. Après, j'ai eu une période où j'avais envie de, pareil, hein, je suis revenu un peu vers moi-même. Mais c'est à partir de 2018 où j'ai vraiment accéléré mes apprentissages, investir dans des séminaires, investir dans des mentoring, participer à des masterminds hein, donc qui sont entre 10 et 25 000 euros. Et au-delà du mastermind, c'est ben, créer la communauté et aller chercher ben, l'aura de l'entrepreneur, la communauté et aussi ben, les thématiques sur lesquelles il est bon là-dessus. J'ai pas fait les comptes exacts, mais je pense qu'en 10 ans, j'ai investi plus, enfin, ce qui est certain, c'est que j'ai investi plus de 100 000 euros sur moi. Et Hmm. aujourd'hui, bah, ça fait partie des valeurs que je valorise en premier. Hein. Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est sur soi-même là-dessus, et là je le vois, que ce soit sur la capacité à générer de l'argent, la capacité à comprendre les choses, soit une première fois, soit plus en profondeur, parce que des fois on a besoin d'avoir l'information avant de la comprendre, et c'est les effets cumulés de la graine qui a été plantée peut-être il y a 3 ou 4 ans qui font que tu vas la comprendre là maintenant et tu vas tu vas débloquer quelque chose. Et ça, bah, celui qui prend du temps là-dessus, ben, les effets cumulés, tu peux pas imaginer, tu fais une formation sur la vente, typiquement, comment réussir à faire acheter quelqu'un de manière naturelle et au-delà d'avoir un oui, avoir un oui qui est engagé, où la personne, elle a envie, elle est motivée à travailler avec toi, donc, qui va créer une synergie. Tu peux pas imaginer si tu maîtrises cette compétence que ça va t'apporter en termes de ROI sur 40 ans. Et souvent, Hmm. tu vois, C'est sûr. bah, tu vois, Scalesia, on est une agence spécialisée dans la croissance. Moi, aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs en individuel et en collectif, tu vois, pour aider à développer leur business. Mais ils n'imaginent pas, en fait, l'investissement, quel que soit le montant, le ROI que tu peux générer sur 40 ans quand tu as maîtrisé des compétences clés, à faire en sorte que ton business il soit rentable, contrôlé, et où tu t'assures que tu prends du plaisir au quotidien. Et le ROI, il est à la fois financier, il est C'est en gain de temps, mais après, émotionnel derrière aussi. clairement. Écoute, là, tu m'as parlé de deux sujets aussi que j'aborde pas forcément dans ce podcast, mais que je trouve intéressant comme tu es, là et que tu l'as vécu. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement du marketing de réseau et des Ouais. masterminds, qui sont deux choses différentes, mais je t'avoue que j'en profite Hmm. euh, parce que voilà, c'est des systèmes qui existent.
euh, où il y a du bon, du moins bon, on entend vraiment absolument toutes les choses dessus. Toi, tu dis que tu en as fait plusieurs marketing de réseau, plusieurs mastermind, donc tu as pu aussi tester différentes choses. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, avec grand plaisir. Bah c'est vrai que j'en parle pas forcément à tout le monde, tu vois, mais je viens d'un passé où j'ai fait presque 7 ans de marketing de réseau avec plusieurs sociétés. Et en fait, ce que j'ai remarqué sur le chemin, c'est ça m'a appris au fur et à mesure, en fait, bah, les prémices entrepreneuriales entre avoir un bon produit, donc avoir un excellent branding, un positionnement marketing qui est clair, qui touche un marché qui est douloureux, savoir se vendre, savoir générer de la confiance là-dessus. Et en fait, moi, j'ai été attiré par enfin, le marketing des réseaux, j'ai pareil, hein, c'était un coup de chance, une opportunité. Bah, il y a mon meilleur ami d'enfance qui m'avait présenté une opportunité. Donc lui, il était entrepreneur. Moi, bah voilà, ça faisait partie de gagner de l'argent ou que ce soit avoir un complément de revenu, ça faisait partie de mes priorités. J'étais encore étudiant à l'époque, donc j'avais faim, tu vois, et j'avais envie de commencer là-dedans. Mais au début, je l'avoue que j'ai été attiré par l'appât du gain. Tu vois, où on te vend un peu la première conférence que j'ai eue, moi j'ai eu des étoiles, hein. J'en ai vu les étoiles. On dit, ah, tu peux avoir un business, un revenu qui est passif, des revenus qui sont exponentiels. Si tu trouves trois personnes, qui ensuite trouvent trois personnes, tu construis une équipe et tout ça, là-dessus, tu vas pouvoir gagner plein d'argent. Moi, j'ai été attiré par l'argent au début. Et ce qui fait que la première opportunité que j'ai eue, je me rappelle, hein, j'avais investi 3 000 € sur un programme, c'était un truc, un système de d'enchères inversées où t'achetais les trucs moins chers et il y a les gens qui cliquaient, bon ok, mais ça a jamais marché, hein, ça a jamais performé. J'ai eu la chance d'avoir récupéré ma mise, il y en a certains qui l'ont pas récupéré. Mais j'aimais en fait l'idéologie du fait de générer des revenus passifs, d'avoir un business qui travaille pour toi. Et ben, c'était un peu la première opportunité de pouvoir vivre pleinement, être libre financièrement. Donc j'étais attiré par ça. Sauf que ben j'ai pas eu les résultats escomptés, j'avais passé plein d'heures et après j'avais mis ça de côté pendant 2 ans et là pareil, 3 ans après, on m'avait présenté une autre opportunité. Alors là c'était aussi un côté un côté financier où on était sur de la commerce, enfin on était sur du mobile, enfin du de la communication par le mobile. Tu vois, c'était pour aider les commerces de proximité à se développer en local, tu vois, d'envoyer des SMS, de construire des communautés. Donc pareil, j'aimais bien l'idéologie et la valeur que ça pouvait apporter. Sauf que bah, il y avait beaucoup de promesses, c'était beaucoup de fausses promesses et on te disait que ça venait des États-Unis, on te disait que ça allait se développer en France et tout ça. Il n'y a jamais rien eu. Il y avait même des produits physiques qu'on n'a jamais vus, tu vois. Donc là, clairement, il y avait de l'arnaque et tout ça. Et je me suis rendu compte, tu vois, et mes deux premières expériences où là, j'avais dépensé 3 000 balles que j'ai jamais récupéré là-dessus, qu'il y avait beaucoup de vices, il y avait beaucoup de mensonges là-dedans et ben, qu'il y avait beaucoup de fausses promesses. Euh, mais à côté de ça, tu vois, et c'est là où j'ai rencontré mon premier mentor qui était vraiment un spécialiste dans le marketing du réseau, il faisait ça depuis plus de 20 ans, bah, il m'a aussi ouvert à d'autres opportunités où on était dans du produit qui était plus matérialisé. Tu vois là, j'avais l'exemple d'un patch en fait qui te permettait de soulager la douleur et que ce soit pour soulager des tensions musculaires ou ben pour aller mieux, tu vois. Et moi, je me rappelle que ce produit-là, ben, j'étais en déplacement dans le sud-ouest à Seignos, j'étais à un séminaire avec des scientifiques et on était allé se baigner et en fait, je me suis pris les grosses vagues de Seignos, tu sais, où je me suis pété le genou, je me suis fait une grosse entorse et j'avais mis ce patch sur moi et il m'avait aidé en fait à aller mieux, tu vois, à aller beaucoup mieux. Et le jour après, en fait, j'avais pu faire 800 km avec mon entorse dans ma voiture et ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Et ça a été en fait un déclic pour moi pour dire, en fait, au-delà de la société, c'est avoir le bon produit. Tu vois, ça a été mon premier déclic que c'est, ok, j'aime le marketing du réseau, mais il faut qu'il y ait un bon produit derrière. Donc, ce projet-là, bah, c'est là où j'ai commencé à générer ma première revenu, à construire une équipe. Mais au-delà de construire l'équipe, c'est de trouver des clients qui consommaient ce produit. Donc, et dans le marketing de réseau, donc il y a un peu les deux, il y a un peu les deux schémas. Il y a le schéma où on te voit un peu le argent facile, t'as rien à faire, et qui sont des fausses promesses et qui sont des systèmes pyramidaux, qui sont des arnaques là-dessus. Et encore maintenant, on présente et maintenant j'arrive à les détecter, mais avant, ben, mes premières expériences, j'ai pas su les reconnaître et c'est le fait d'avoir perdu ces plusieurs milliers d'euros qui aujourd'hui m'aident à reconnaître un peu ces fausses promesses et ces vendeurs de rêves. Et après, ben, il y a les produits qui sont, c'est associé à un produit physique là-dessus, mais c'est juste le business model qui est différent, où il y a des revendeurs,
enfin des vendeurs qui commercialisent les produits. Et après, bah, ces vendeurs ont l'opportunité de développer des équipes et ils sont payés aussi sur le chiffre d'affaires que génèrent les équipes. Donc c'est juste le business model qui est, on va dire, on a la même chose dans le B2B, hein. Dans le B2B, bah, tu crées une formation, tu as des partenaires intervenants qui te revendent une formation qui vont toucher 15-30% de commission. Et après, tu peux avoir peut-être un directeur commercial qui va toucher un chiffre d'affaires, un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré par l'équipe ou généré par le groupe. Donc on reste sur un modèle économique qui est pareil par rapport à une entreprise. Donc, mais c'est vrai que le marketing de réseau, en France, hein, surtout, quand on parle de marketing de réseau ou d'MLM, c'est attention, arnaque, arnaque, arnaque. Il y a beaucoup d'arnaques, mais il y a aussi des bonnes opportunités. Mais tu vois, je suis très content que, que tu nous en aies parlé et de la manière dont on a parlé, parce que justement, c'est un sujet qu'on aborde, que je t'avoue, on n'a jamais abordé sur ce podcast et que je ne sais pas quand on, on aura l'opportunité de l'aborder. Et effectivement, tu as très bien présenté les choses. Donc, si vous nous écoutez, voilà, vous avez bien retenu. Le marketing du réseau, il y a du bon et il y a du moins bon. Faut faire gaffe. Ça se base sur un marketing de réseau qui est bon. C'est quelqu'un qui est pas une arnaque, qui a un bon produit, qui a un bon positionnement et qui est juste un système de distribution qui pourrait exister. En fait, c'est juste un choix stratégique au niveau de la distribution. Mais attention à Hmm. que ça ne soit pas non plus donc, une pyramide et une arnaque. Donc voilà, faut apprendre à faire la différence des deux. Et c'est pas forcément facile. Mais ça reste quand même, ça peut être aussi pour des personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat, ça peut être aussi des prémices et des petites choses pour comprendre deux, trois petites choses sur comment ça fonctionne en vente, en distribution, etc., etc. Ouais. Trop bien, merci. Écoute, est-ce que tu peux du coup nous faire j'en profite vraiment, hein, nous faire un retour aussi qualitatif sur les masterminds, s'il te plaît? Sur les masterminds. Alors, les masterminds, ça c'est. J'ai découvert les masterminds, c'était en 2019. Et Ok. ce qui est assez marrant, c'est que, en fait, mon expérience avec ça, alors le premier, enfin, le premier mastermind auquel je me suis inscrit, c'était celui de David Laroche, Mhm. là-dessus, et ça faisait partie de mes rêves, en fait. Parce que, voilà, au-delà de le faire, enfin, le produit était vraiment qualitatif, où il y avait des rencontres physiques, on y a vu que lui, il faisait pas mal de séminaires, donc tu avais accès à tout ça, plus la communauté qu'il y a derrière. C'était vraiment, en fait, d'être regroupé avec des entrepreneurs qui, ben, Mhm. entreprennent à un autre niveau et créent vraiment ce cocon, en fait, où tu peux te confier, mais en même temps, ben, voilà, tu te fais challenger, des fois, tu te prends des coups de pied au cul et tout ça, parce que ben, tu vois, quand t'es entre potes ou en bienveillance, ben, tu te dis, tu oses te dire la vérité. Si à un moment ça va mal, ben, t'as besoin de te confier. Des moments où tu fais de la merde, ben, t'as besoin d'avoir quelqu'un qui te dise, écoute, tu fais de la merde ou pourquoi pas aller dans une autre direction, enfin, quelle que soit la forme, hein, que ce soit bienveillant ou être cash. Chacun a son style, tu vois, et chacun se respecte. Et c'est ça la puissance d'un mastermind. C'est de créer une communauté de personnes qui veulent aller dans la même direction, qui ont potentiellement des compétences qui sont complémentaires à toi et qui te rendent plus puissant. Et ça, bah, j'aime beaucoup cette idée-là. Et aujourd'hui, bah, dans les nouveaux programmes d'accompagnement que je propose, je garde un peu cette dynamique du mastermind. Et là, aujourd'hui, ben, l'objectif, c'est de le rendre accessible à tous, en fait. Ce côté d'avoir des cerveaux collectifs, de créer une famille, en fait, où on se soutient. On n'est pas que seul dans notre coin. On vient pas juste pour demander des solutions. On vient aussi pour apporter son expérience, son expertise. Tu vois, moi, j'aime un peu ce côté famille derrière le mastermind. Hmm. Trop chouette. Et donc du coup, pour ceux qui ont vraiment, enfin, t'as très bien partagé, je vois bien les bénéfices que ça apporte, mais pour quelqu'un qui a vraiment jamais entendu ce terme, tu vois, avant ici, ou qui l'associe Ouais. vraiment juste aux jeux de société où tu dois reconnaître les couleurs, est-ce que tu peux juste nous expliquer rapidement un peu comment ça se passe et qu'est-ce que c'est, tu vois, le format et qu'est-ce qu'on y fait? Ouais. En fait, au-delà du mastermind, on peut y mettre d'autres mots, hein. Pour certains, ils vont utiliser un club. Ça peut être un club. Pour d'autres, ça va être une communauté. Donc, mais c'est juste, en fait, le fait d'avoir une communauté de personnes bah, qui sont là pour avoir une certaine transformation, que ce soit financière, que ce soit temps, et au-delà de ça, bah, de pouvoir se constituer un réseau. Donc là-dessus, et ensuite, ben, chaque format de mastermind, une communauté va être différent. Il y en a certains, ils font que des rencontres physiques. Alors, généralement, les masterminds, ça va être des choses qui vont durer 6 mois, un an. Donc, il y en a certains, c'est qui ben, tu te rencontres physiquement tous les 3 mois. D'autres où tu vas te rencontrer
soit que en ligne, tu vois, où tu fais un ou deux calls hebdomadaires là-dessus de groupe, d'autres où c'est un mix, et souvent il peut y avoir aussi du contenu, une plateforme en ligne en fait où il y a du contenu qui est créé, que ce soit via une formation qui est complémentaire par rapport à tes thématiques. Tu vois, l'exemple de l'immobilier, tu vois, il existe des masterminds immobiliers où tu as de la formation pour comment, je sais pas, investir dans tes premiers projets immobiliers, mais en même temps, tu as aussi le regroupement des personnes, les immersions qui se font en physique ou les coachings de groupe. Donc souvent, un peu, c'est ces formats comme ça qui marchent bien. Tu as du contenu, tu as des coachings, tu as de la communauté, et la communauté, soit elle est virtuelle, soit elle se voit en physique. Et ça va dépendre un peu de combien coûte le mastermind, hein. Il y a des masterminds qui vont être à 20, 30, 50 000 euros. Il y en a qui vont être entre 5 et 10 000 euros. Donc tout dépend du format et de l'univers en fait que construit le leader, enfin, le leader de l'organisation qui propose ça. Ok, hyper intéressant. Merci d'avoir partagé aussi ce retour-là. Je trouve pareil, hein, je t'avoue, j'en ai, j'en ai profité. C'est intéressant, c'est un terme, on l'a utilisé, on l'a vu dans certains épisodes et notamment Oui, avec Anthony Rouxel qui a participé à des masterminds. Et d'ailleurs, demain, j'interview Maxime Méliassou qui, lui, gère ouais, un Maxime, ouais. mastermind. Equity Euh, Family, ouais, l'Equity exactement. Family. Tu l'as fait? Ou tu connais Non, j'ai pas fait. J'avais songé à la rejoindre chez Maxime là pour sa première promotion. Ça faisait pas partie de mes sujets priorité Ok. là-dessus et par rapport à mon expérience, hein, aujourd'hui, prendre des parts dans les entreprises, ça fait partie un peu de mes projets d'investisseur là, mes nouveaux Mhm. projets sur 2023. Mais Maxime, c'est quelqu'un de très cool, tu vois, et c'est beau là, c'est beau ce qu'il a fait. C'est cool que tu l'interviewes. Mais voilà, typiquement dans son cas, on va être sur un format où je sais qu'ils se voient pas mal en physique. Il y a du contenu en ligne et après, il y a des coachings où il y a du soutien communautaire en fait, ou que ce soit sur un Slack, un Discord ou des sessions Zoom où tu te vois toutes les semaines. Donc on reste sur un format et là, c'est un mastermind qui va regrouper des personnes qui veulent transformer leur expertise en prise de participation dans les sociétés. Donc et on est sur un sujet bien spécifique et ça touche des entrepreneurs ou des personnes qui veulent commencer dans l'entrepreneuriat en prenant des parts. Mhm. Ok. Bah écoute, on verra ça. On verra ça. Ouais, je te poserai tout à l'heure une petite question si toi tu as une question pour Maxime, mais on verra ça plus tard. Si moi Euh, j'ai une question pour Maxime. ouais. Ok. Euh, Écoute, hyper intéressant tout ce que tu nous as dit. Est-ce que sur le lancement de projet, tu vois d'autres choses que tu aimerais nous dire? Ou je te propose que comme notre temps il est quand même limité, qu'on passe à la suite. Mais voilà, si toi, là, il y a quelque chose que tu aimerais, qu'on n'a pas abordé sur le lancement de projet, que tu penses qu'il serait intéressant de partager, j'aimerais bien que tu le partages ici. Non, pour moi, c'est ces trois sujets, hein. C'est aller en discussion avec son marché et mettre de la sueur derrière, tu vois, pour récolter les effets cumulés, s'assurer qu'on entreprend en bon endroit, que le marché ou les thématiques sur lesquelles on cherche à entreprendre nous donnent du plaisir au quotidien, pour éviter de se cramer au bout de 3 5 ans et se faire ramasser à l'appel là-dessus. Et si on n'est pas, si on connaît moins le domaine, c'est de trouver les experts, en fait, qui va nous faire gagner ce gap, que ce soit en done for you ou done with you, ou juste interviewer des personnes pour maturer tout ça. Donc moi c'est les premiers conseils que je peux donner et c'est ces conseils que j'applique à moi-même sur mes nouveaux projets aussi. Ok, trop bien. Écoute, moi je vais quand même revenir, j'ai juste une dernière petite question sur cette partie-là. Il y a tout à l'heure, tu sais, tu nous as dit que tu avais plein de projets en même temps quand tu t'étais lancé dans Ouais, l'entrepreneuriat, tu en avais quatre, ouais, et que tu avais ouais, fait le choix d'en garder qu'un. Pourquoi tu avais ouais. gardé celui-là et pas les autres? Qu'est-ce qui fait que, tu vois, Euh, en fait, je te pose cette question parce que c'est une vraie problématique quand on est multipreneur, c'est qu'on a plein d'idées, on a plein de projets, d'opportunités qui commencent, mais comment tu fais pour choisir ce projet-là et pas un autre? J'interromps cet épisode 5 secondes, j'espère que tu es en train de passer un bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix, de liker et commenter cet épisode. Tu as un vrai impact quand tu fais ça et ça m'aide vraiment à démocratiser le multipreneuriat. Je te remercie. Bonne écoute. ok. En fait, c'est assez marrant parce qu'à la fois je l'ai choisi parce qu'on me l'a demandé. Tu vois, en Mhm. fait, j'avais un ami qui était un entrepreneur aguerri qui, quand je lui ai présenté mon activité, m'a dit, écoute, toi, t'es tout fou, arrête, fais un choix, reste focus là-dessus. Donc, j'avais décidé de l'écouter là-dessus et j'ai eu raison. Euh,
Mais en fait, ouais, c'était un peu un choix où ce qui résonnait le plus, c'était le fait de développer ce nouveau projet. Et je pense que j'étais plus associé à l'aventure entrepreneuriale avec mon meilleur ami Mhm. de l'époque. Et au-delà, le potentiel, en fait, c'était un peu un mix entre l'aventure humaine, le potentiel de développement, le fait de pouvoir apprendre à quelqu'un qui avait plus de 20 ans d'expérience et qui pouvait m'apprendre énormément de choses. Donc ça a été un peu mon choix de cœur là-dessus. Et en parallèle, bon, il y en avait une, j'avais l'activité en étant employé, donc ça, je savais que c'était plus court-termiste qu'autre Mhm. chose, mais je continuais de faire mon travail, de bien gagner ma vie, d'apporter énormément de bénéfices à l'entreprise. Mais je savais que je remplaçais une partie de mon temps là-dessus, donc celui-là, c'était un projet que j'allais kill dans tous les cas. Ouais. Le projet Lab Protect que j'avais monté avec mes associés, ben, j'ai eu quelques, on va dire, vu qu'on revendait des produits, donc et que la boîte qui m'employait était distributeur exclusif, il y avait un peu un problème de recouvrement entre les d'autres produits complémentaires que je voulais Ok. proposer, que mon marché avait besoin, mais du coup le fournisseur allemand il mettait un peu des bâtons dans les roues. Enfin, Mhm. j'ai jamais eu j'avais un peu les bras liés par rapport à Ok. développer ça. Et mon seul moyen de le développer, c'était de quitter mon entreprise, mais c'était pas d'actualité vu que j'étais associé avec eux et que Bien sûr. on avait un format où j'étais 50% pour mon entreprise et Mhm. 50% pour Pour l'autre. cet autre projet-là. Et après, l'autre, c'était une activité de MLM mais je remarquais que voilà, c'était celle où j'avais réussi à je gagnais correctement, on va dire, j'avais réussi à générer des revenus. Je devais être à 1000. J'étais à 1000 euros par mois en résiduel, tu vois, mais on voyait que ça baissait, ça baissait, ça baissait, et mon niveau d'énergie, mon niveau d'implication, en fait, il était plus mature. Donc j'avais besoin Ok. de renouveau. Donc, Ok. ça a un peu été le choix, finalement, et c'est bien que j'ai pu se faire choix, parce que là, je suis allé vraiment à fond là-dessus, et maintenant, je me rends compte que j'ai besoin de ces autres projets, mais c'est marier vraiment cette énergie, on peut être focus, mais s'il y a d'autres projets à côté, c'est pas trop attendre pour développer ces autres projets pour éviter d'avoir de la frustration. Mais en même temps, au bout d'un moment, on peut pas forcément gérer tous les projets en même temps. Donc c'est de varier un peu les deux énergies. Et bah, tu vois, tout à l'heure, avant qu'on commence d'enregistrer, tu m'as dit aussi que, euh, on va dire, tu vois, la vie faisait qu'on évoluait dans notre cheminement de pensée. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que tu choisis un Ouais. projet et pas un autre? Genre, tu vois, aujourd'hui, un nouveau projet arrive. Qu'est-ce qui va faire que tu vas dire go ou no go dans ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité? Ou dans ceux que tu es en train Le d'entreprendre, premier, tu vois, aujourd'hui, quoi. ouais. Moi, le premier pour moi, ça va être l'excitation. Ça Ok. va être l'excitation. C'est quand j'ai un projet où j'ai une idée, où je me sens excité. Là, je prends le temps un peu de foncer. En tout cas, je sais que ça accapare mes pensées. Donc, et parfois, bah, ça peut accaparer mes pensées à 1 heure du matin et j'arrive à pas pouvoir endormir tant que j'ai pas laissé maturer l'idée pour voir si c'était quelque chose qui me tenait à cœur, où il y avait une viabilité ou que j'avais envie d'aller dans cet endroit-là. Donc le premier, c'est le niveau d'énergie, d'excitation là-dessus. J'y fonctionne beaucoup à ça. Et après, je viens voir les opportunités de marché, le potentiel de rentabilité derrière, donc l'écosystème qui peut être créé autour. Mais au début, c'est le plaisir, le kiff. C'est le plaisir, le Ok. kiff. Et après, bah, je viens forcément connecter avec mon expérience passée. Est-ce que j'ai la légitimité? Je te parlais de l'ikigai avant, donc les trois thématiques. Ben, aujourd'hui, ça devient ça mon moteur. C'est est-ce que je peux être au centre ou est-ce que je peux trouver des points qui me permettent d'être au centre et de devenir légitime et de facilement donner envie et créer quelque chose où je peux apporter de la putain de valeur et qui fait que les gens, ben, le retour d'expérience, tu vas avoir une satisfaction client à l'extrême. Énorme. Et alors, un autre truc que tu n'as pas abordé, mais que je te demande, c'est, tu vois, là, aujourd'hui, parce que ça va nous faire la transition avec la suite, Ouais. euh, tu m'as dit ce qui te donnait envie de te lancer dans un projet ou pas. Tu m'as dit qu'il y avait le côté Oui. excitation et ensuite tu décelais l'opportunité de marché. Ensuite, Oui. bah, tu m'as dit toutes ces différentes parties. Euh, Est-ce que aussi le temps que ça va te prendre, ça rentre en compte, tu vois, dans la poursuite d'une opportunité? Ou alors pour toi, non, c'est pas prioritaire. C'est-à-dire que tu es capable, tu vois, de moduler ton temps par rapport à un projet, peut-être Ouais. quand tu l'inities, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Bah c'est une excellente question. Et c'est vrai que quand tu as plein d'idées, que tu veux développer plein de projets, le temps, il devient essentiel. Tu vois, la façon dont on gère notre temps, il est indispensable. Ce que je remarque, c'est que parfois, on va dire, quand j'ai vraiment un projet où j'ai un niveau d'excitation qui est extrême, là, je vais prendre le temps. Mais je sais que forcément, ce temps que je prends là, soit je le prends en soirée ou en dehors un petit peu de mes créneaux habituels, mais je laisse maturer l'idée.
Après, je laisse un petit peu poser parce que j'ai tendance à être très excité et parfois, bah, ça peut m'emmener un peu au mauvais endroit. Donc, j'ai besoin de laisser un peu, j'ai besoin un peu de laisser évacuer l'excitation pour être sûr que c'est vraiment là où j'ai vraiment envie d'aller et pas juste un objet brillant. Là-dessus, ça peut être un peu un défaut, hein, tu vois, du multipreneur qui a plein d'idées ou ça peut être un objet brillant et on peut subir un petit peu notre mode de fonctionnement là-dessus. Euh, mais ouais, je dirais que quand je prends le temps, bah, forcément, je vais potentiellement prioriser ça par rapport à un autre projet. Par contre, ce que j'applique pour moi là-dessus, c'est là par rapport à mes nouvelles idées, les nouveaux projets que je mets en place, c'est je commence un peu à les décorréler par rapport au temps. Où j'ai une idée, je sais que je vais développer ces projets-là, sauf que pour rester focus dans un premier projet, là-dessus, bah, je vais potentiellement le lancer que dans 3 mois, mais je commence à le planifier déjà. Et dans la planification, quand c'est un nouveau projet, ben, au début, c'est toujours à l'étape de sondage. Donc, ce qui fait que je vais commencer à avoir des conversations pour déceler l'opportunité, voir si je prends toujours du plaisir au quotidien. Et ensuite, ben, on va déceler une offre, une potentielle offre. Et ensuite, ben, on voit la viabilité du projet. Donc, je vais plutôt les décorréler de mon côté. Hyper intéressant. Donc du coup, si je comprends bien, hein, pour résumer ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand tu veux lancer un nouveau projet, alors que tu en as déjà plusieurs à ton activité, tu vas déjà aller Oui. tester le marché. Donc tu vas tester et te dire, si j'ai un retour du marché, ok, ce projet-là, je pourrais le lancer dans 1, 2, 3 mois, 4 mois, on verra. Et tu commences à planifier ça en fonction des réponses que tu as. Ouais, je m'organise dans ce sens-là et dans certains cas c'est peut-être pas possible parce que pour certains domaines où il y a le timing est hyper important, ben c'est soit tu y vas soit tu y vas pas là-dessus. Mais là dans mon cas, vu qu'on est sur là moi ma thématique principale c'est autour de l'entrepreneuriat, du solopreneur, donc que qu'on soit sur des thématiques de rentabilité, d'investissement, d'argent, de vente, ben ça reste des thématiques qui vont durer en fait. Donc après c'est plus une question enfin, que ce soit sain pour moi. Parce que je remarque que développer plusieurs projets, j'ai toujours plusieurs projets, mais je peux pas être sur tous les fronts. Et quand j'ai voulu développer plusieurs projets en même temps, enfin plusieurs nouveaux projets en même temps, je me cassais la gueule à chaque fois. Donc, et du Mhm. coup, j'apprends aussi de mes expériences passées où je développe un projet et ensuite je viens compléter au fur et à mesure. L'exemple de l'immobilier, ben, tu vois, l'immobilier, j'ai fait quelques opérations. Là, 2022, on dirait, j'ai fait quelques opérations en 2020. En 2021, il y a ma chérie qui a aussi envie voilà, je vais donner envie d'entreprendre aussi. Donc, je me suis un peu focalisé avec elle sur son projet. 2022, on a racheté une résidence principale pour accueillir notre enfant et créer notre havre de paix où on se sent bien. Ça faisait partie de mes priorités. Donc là, j'étais moins focus sur la rentabilité, mais plus le bien-être personnel. Et après, là, je sais que 2023, je vais recommencer des opérations, mais je pouvais pas le faire actuellement parce que j'étais en phase de transition professionnelle du côté de mes accompagnements de coaching. J'avais le bébé qui arrivait, voilà, je décale juste les projets, je pourrais le faire là maintenant. Il y a des opportunités, on m'a présenté des opportunités, mais j'ai dû dire non parce que c'était pas viable pour moi. Et aujourd'hui, au-delà de développer des projets, ben, je m'assure de conserver ce temps pour moi dans mon organisation. Que je me rends compte que dès que j'entreprends trop et quand je tire un peu trop sur la corde, après, bah, c'est soit moi, ma propre santé, soit c'est le couple où tu passes un petit peu moins de temps. Et c'est des critères d'importance pour moi aujourd'hui. Donc au-delà des projets entrepreneuriaux, c'est cet équilibre avec ma vie de famille qui est important. Eh ben, tu nous fais une parfaite transition pour la suite. Et on va parler justement d'organisation maintenant. Et tu l'as très Ouais. bien résumé. Moi, tu l'as abordé juste là. C'est-à-dire que, en fait, la vie, c'est un équilibre pour moi de trois périodes de temps. Mm. Il y a ce qu'on appelle vie pro. Il y a ce que j'appelle vie familiale, mais qui est en fait la vie plutôt sociale, c'est-à-dire les moments d'échange, que ce soit avec ta famille, ta compagne, tes amis. Et il y a les temps perso, où là, c'est vraiment Mm. plus ton temps à toi personnel que tu vas faire pour, bah, comme on l'a abordé précédemment, de la formation, de la lecture, du sport, autre chose. Et ces trois temps sont pour moi distincts. Et comment, est-ce que toi déjà c'est le cas? Et si oui, comment tu t'organises, tu vois, entre ces différentes sphères? Ouais, moi je dirais que voilà, clairement, hein, vie pro, familiale et le perso, c'est mes trois critères d'importance également. Aujourd'hui, je dirais que bon là, actuellement avec la venue du bébé, donc la famille, bah, c'est devenu mon critère numéro un. Alors plus le temps avec Hugo.
là-dessus. Là, on commence un peu, on essaye de retrouver du temps en tant que couple. Au-delà d'être parents, ça fait partie de nos chemins, mais ça fait que 15 jours, donc forcément, comment dire, C'est les les parents, prémices. les parents qui m'écoutent ou les futurs parents, voilà, ça fait partie du chemin entrepreneurial d'avoir un enfant, je dirais. Le temps perso, souvent, ce que je remarque, hein, c'est ce que j'ai tendance parfois à gratter là-dessus, alors que je sais que c'est important pour moi. Et mais du coup, voilà, souvent, je suis plus alpagué par mes nouveaux projets, donc j'associe plutôt mon temps perso quand je développe un nouveau projet ou quand je me forme. Aujourd'hui, dans mon organisation de l'agenda, j'ai associé un peu à ce temps personnel pour moi. Donc, Mhm. mais ça, je tends toujours à en avoir plus. J'ai pas encore trouvé le modèle idéal, mais ça dépend des phases. Ça dépend vraiment de mes phases de quand j'entreprends. Là, par exemple, ce que je constate dans mon cas, alors je sais pas si on t'a parlé un petit peu des saisons de l'entrepreneur. C'est souvent en fait, comme les saisons donc dans la vie de tous les jours, tu vois, on vit aussi nos propres saisons, nos phases d'été, d'hiver, d'automne, de printemps. Et souvent, généralement, alors on dit que c'est en phase avec la nature. Tu vois, quand tu es en période hivernale, c'est pas là où il faut développer les projets. Moi, actuellement, à chaque fois, mes derniers hivers, j'avais l'énergie pour développer des projets. Donc, je suis en train de me réaligner un petit peu là-dessus. Mais je vois, des fois, j'ai des périodes où je me sens moins bien. J'ai besoin de me ressourcer, de prendre du temps pour moi. Et quand j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je coupe un peu certaines activités. Je vais faire des séminaires parce que j'ai besoin de voir des gens. Je travaille de chez moi, donc j'ai pas l'entourage, tu vois, donc j'ai besoin d'aller connecter avec des personnes. Là, quand j'avais besoin de temps pour moi, j'étais allé au Sahara aussi à faire une immersion là-dessus. Mais je dirais que j'en prends pas assez pour moi. Et côté vie pro, moi j'ai plutôt une vision, tu vois, dans garder un peu des horaires de bureau. Ok. J'ai quand même rarement été un, je me considère pas comme un acharné de travail, même si j'aime avoir plusieurs projets. Et je vais plutôt prioriser le fait de décaler un peu le projet dans le temps que de prendre sur le temps familial ou le temps pour moi, qui est déjà Ok. pas assez à mon goût. Donc, et je suis Est-ce que, OK avec ce ralentissement. est-ce que justement tu peux nous parler, là j'aimerais vraiment, tu vois, qu'on rentre en profondeur Ok. dans ton organisation, donc c'est-à-dire, en gros, je veux tout savoir, est-ce que on peut parler de, tu vois, de rythme de vie, de morning routine, de tes horaires, de comment tu fixes tes objectifs, comment tu t'organises au niveau de tes tâches, est-ce que tu utilises des outils pour faire ça, tu vois, je veux vraiment que là tu nous fasses, vu le temps qui reste, tu nous fais 10 minutes à fond sur, voilà, ton organisation concrète. Comment ça se passe? Est-ce que c'est à l'échelle, tu vois, de l'année, du trimestre, de la semaine, du mois? Parle-nous de tout ça. Comment toi, Benjamin Maffé, tu fais pour t'organiser au jour le jour avec les différents projets que tu as? Ok. Donc, je dirais, je commencerai déjà par, en priorité, en fait, le temps que je vais prendre pour moi quand je pars en séminaire, en week-end. Souvent, quand je pars dans des séminaires, pour moi, les séminaires, au-delà de rencontrer des entrepreneurs et de développer mon business ou de me développer personnellement, c'est du temps que je prends pour moi. Et souvent, ce temps-là, j'en profite pour clarifier ma vision, pour un peu commencer à restructurer les prochaines semaines, les prochains mois, et de décider de lancer tel ou tel projet. Donc souvent, ce que je remarque, c'est que dans une année, je vais faire ça va être 3, 4, 5 séminaires ou rencontres, ou si je fais un mastermind, c'est intégrer les immersions du mastermind, mais aussi d'autres immersions organisées par d'autres leaders finalement, mais de venir me connecter à toute cette énergie-là. Et ça, souvent, c'est un peu mes drivers, parce qu'en sortant de séminaire, je sais pas si tu as déjà fait des séminaires de développement personnel, Yann? Non, Euh, jamais pour l'instant. Souvent, après, voilà, si ça vous tente, on dirait, il y a pas mal d'acteurs dans le domaine. Moi, je suis beaucoup baigné dans l'environnement de David Laroche, mais souvent, c'est des séminaires où tu ressors, tu as plein d'énergie, donc tu as l'excitation, donc là, tu fonces. Le revers de ça, c'est qu'après, l'énergie, elle descend et tu as un peu l'ascenseur émotionnel, donc faut savoir bien rebondir, mais c'est des choses qui peuvent te driver, en fait. Donc moi je sais que ça marche pour moi, mais c'est pas ça qui fait que je vais tenir dans la durée et c'est mon rythme personnel, mes routines qui me permettent en fait de tenir. Mais moi perso, j'ai Ok. pas vraiment de routine là-dessus, que ce soit je me lève pas à 5 heures le matin, j'ai pas de ça a toujours été un élément compliqué pour moi. Tu vois, ce côté mettre en place des routines. Je suis plutôt quelqu'un qui est instinctif, qui a besoin Mhm. de cette liberté-là. Et souvent, le fait d'avoir un rythme qui est figé,
Tu vois, j'en fais un peu une résistance à ça. Tu vois, l'autodiscipline, moi j'ai toujours été quelqu'un de, tu vois, qui veut cette frugalité, qui veut cette liberté. C'est un biais pour moi et des fois, bah, j'en souffre, hein, c'est clair. Donc, je suis encore en train de me chercher par rapport à ça. Ça m'empêche pas d'entreprendre dans mes projets. C'est juste que ben, je vais avoir des périodes où, bah là, typiquement, avec mon enfant, typiquement le soir, bah là, la période 23h, 2h, c'était formation, 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 j'avais une putain d'énergie. Donc là, bah, ce qui fait que le matin, bah, c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc je me lève plutôt vers 9h, 10h. Et avec la fatigue, le changement des couches et tout ça, ben, je commence à trouver mon rythme de papa. Donc, Ok. mais il y a 2 mois, bah, il y a 2 mois, à 23h, 23h minuit, j'étais couché. Donc mes formations, mes lectures, je les faisais un petit peu plus tôt. Je les faisais plutôt entre midi et 14h, ou tôt le matin. Donc ça dépendait. Je change en fait mes périodes. Donc, euh, donc ouais, j'ai ces périodes-là. Et après, ben, le côté famille, ben là, pour moi, après 18h, généralement, c'est vraiment mon coin famille. Entre 18h et 22h, 23h, c'est mon temps en famille où je suis avec ma chérie, mais non, je suis avec mes enfants, avec mon enfant, pardon. Et là, la période que j'utilise après 23h, souvent, c'est quand ma chérie, elle est couchée, ou moi, j'ai encore de l'énergie, donc ben, je me forme là-dessus, ou je lis des bouquins. Donc, mais c'est assez sacré pour moi le fait de terminer entre 18, 18h30, 19h grand maximum pour que je puisse avoir ce temps en famille. Même si j'ai pas terminé toutes mes tâches, ben, je les reporte au lendemain et quand c'est moi qui entreprends et que c'est mon projet, ben, je peux me le permettre. Et ce qui fait que c'est plus facile pour moi maintenant quand je suis seul en fait dans mes projets. Le soir, c'est vraiment temps familial. Là, c'est Ouais, vraiment temps pour vous. Et ouais, dans ta journée, comment tu t'organises, tu vois? C'est intéressant que tu nous partages ça et que tu aies cette transparence. C'est ce que j'aime beaucoup, tu vois, dans le fait de recevoir des multipreneurs de tout horizon. C'est que tu as autant des profils qui sont à la minute près, ils savent ce qu'ils vont faire, et autant des profils qui vont travailler vraiment sur plutôt l'énergie et sur ce qu'ils ressentent. Et c'est-à-dire qu'ils ont ils sont beaucoup plus flexibles, on va dire, sur leur emploi du temps et sur la manière de gérer leur projet. Et l'un comme l'autre, ça n'empêche pas la réussite et ça n'empêche pas de ouais, justement faire de grandes choses. Et c'est ça qui est aussi intéressant et c'est pour ça que j'aime rentrer, tu vois, dans le fond de l'organisation. Donc là, tu nous as parlé un peu plus rythme, tu vois, le temps ouais, disponible. Maintenant, comment tu fais pour avancer sur tes différents projets? Comment tu ouais, t'organises ok. pour tes projets? Comment je m'organise? Ben, c'est vrai que, comme je te l'ai dit avant, je travaille beaucoup à l'instinct. Je suis moins dans la planification des choses. Je suis plus connecté à mon énergie, à mon envie du moment. Et ensuite, ben, enfin, quand j'ai vraiment, quand je suis dans le flow, tu vois, je sais pas si t'en as pu discuter avec certains, tu vois, des fois j'ai des périodes où je suis en mode hyper productivité, où là j'essaye de carburer un maximum, et souvent en fait c'est cette heure ou 2 heures là qui va me permettre d'avancer plus rapidement dans un projet. Donc je suis très connecté à mon énergie, et après bah, il y a forcément les tâches quotidiennes, hein, que ce soit la partie comptabilité, gestion, les appels de vente, et ainsi de suite. Mais là actuellement, je dirais, j'ai eu c'est pour ça que, avec la venue de l'enfant, je suis en train de réorganiser mon agenda pour pouvoir avoir du temps pour moi et du temps avec lui. Mais ce qui fait que dans mon nouveau modèle d'organisation que je suis en train de tester là, que j'ai commencé à tester depuis cet été et que je vais aussi mettre en place pour 2023, j'ai d'abord mis le temps pour moi, donc de bloquer 2 demi-journées en fait dans la semaine qui sont un peu mes temps de plaisir. Le mercredi et le Ok. vendredi après-midi, en fait, c'est mes temps de plaisir. Alors soit je vais jouer au golf, soit là je me forme là-dessus. Mais ça, ce que j'ai remarqué, c'est que je devais me les imposer pour pouvoir garder ce temps pour moi. Et ensuite, c'est avec le reste que je vais faire le reste de mes activités. Et ce qui fait que par rapport au nouveau programme que j'ai, le nouveau programme d'accompagnement où il y a des coachings de groupe et des coachings individuels, bah là j'ai défini 2 demi-journées où je suis dans mes créneaux de production où je délivre en fait Mm. les accompagnements. Donc et ensuite, bah ça c'est typiquement le mardi et le jeudi après. Le lundi c'est ma journée où je suis plus en mode projet. Où là, ben voilà, s'il s'agit de faire une page de vente, de travailler sur le branding, de lancer un nouveau projet, de tout ce qui gravite autour du lancement ou la construction d'actifs, ben, je vais plutôt faire une journée dédiée, focus là-dessus.
Et après, le matin, là, dans l'agenda idéal, c'est avoir ces créneaux de prospection, de vente, de connexion ou de création de contenu que je fais peu actuellement, mais que voilà, que je recommence à faire là, sur les prochaines semaines. Donc, Ok. j'ai un peu, tu vois, si on devait définir un peu la semaine, le lundi matin, c'est un peu le côté, ok, je fais le bilan un peu de ma semaine, de qui est impératif à faire, parce que parfois, tu as des impératifs administratifs et tout ça. Donc ça, je le fais quand j'en ai envie. Souvent, je le fais quand j'en ai envie ou quand j'ai pas le choix. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne très à l'urgence. Tu vois, autant Ok. ça peut être dérangeant avec certaines personnes, mais j'ai jamais été autant productif que quand je suis sous la contrainte et quand je dois le faire au dernier moment. Et j'ai découvert que c'était un de mes modes de fonctionnement. Donc, alors quand tu es en équipe, parfois, ça peut être compliqué pour certains, mais c'est là où je suis le plus puissant. Donc souvent, et là, ce que je remarque, c'est que j'essaye un peu de me rajouter ces contraintes-là. Et parfois, ça arrive que c'est au dernier moment ou parfois c'est trop tard et ok, ben ça fait partie des trucs, tu vois. Mais c'est le moment où je suis le plus productif là-dessus. Ok. Et donc ouais, et après lundi matin, ouais, c'est faire le point sur mes projets. Lundi, c'est travailler dans le fond. Euh, Mardi, jeudi, c'est soit des appels de vente, soit des appels enfin, la production, la livraison de mes services. Le Mhm. mercredi, c'est un petit peu plus light. Et le vendredi après-midi, ça c'est sacré de partir en week-end. En fait, je travaille pas le week-end, ou le moins possible, tu vois, Mhm. sur une année. Enfin, sauf les week-ends où je pars en séminaire. Donc là, où c'est un mix entre le perso et le travail. Ouais. Donc là-dessus, mais généralement, c'est vraiment sacré, tu vois, que le week-end, c'est famille, c'est du temps pour moi. Là-dessus, j'en ai besoin. Et généralement, le vendredi matin, en fin de matinée, bah, j'essaie de faire le point sur les résultats que j'ai pu avoir, mes statistiques, et finir un peu la partie comptabilité, gestion, que ce soit pro-perso. Donc pour vraiment sortir un peu, partir en week-end en fait, où tu as lâché tout ton chaos. Ok. Donc ça, tu le fais, tu dis vendredi matin plutôt. Ouais, ouais, je suis Ok. plus. En fait, j'essaye vraiment d'avoir un mode de fonctionnement comme ça. Et après, bah, à l'intérieur des journées, ben, tu vois, typiquement le côté immobilier, bah là, il y a quasiment tout qui est automatisé. Donc, je suis très peu sollicité. Ou quand je suis sollicité, c'est quand il y a des urgences. Quand tu as ton locataire qui t'appelle ou quand il y a eu une casse ou quelque chose. Là, c'est Mhm. de la sollicitation ponctuelle. Donc, soit je réponds tout de suite, soit ben, je le réponds quand j'ai le temps là-dessus. Donc, ça va. Et après, pour les nouveaux projets, quand c'est le lancement d'un nouveau projet, j'essaie plutôt de le faire en marge de mes journées, donc en fin de journée ou sur mes créneaux plaisir en fait. Donc Ok. actuellement, c'est comme ça que j'essaie de m'organiser, mais je- ça va pas être le sujet sur lequel je vais être un maître là-dedans, parce que j'ai testé plein de choses, je suis encore en train de me chercher. Par contre, ce que je remarque, c'est je vais de plus en plus dans une direction qui est fluide pour moi, et ce qui a été un game changer pour moi, c'est d'imposer ces 2 demi-journées où c'est du temps pour moi. Ok. Et quand je dis pour moi, après, ça peut être avec ma famille, mais c'est du temps pour moi, parce que quand je le fais pas, je le remplis relativement rapidement avec des rendez-vous, des networking, des rendez-vous vente, des rendez-vous de connexion, où je vais faire enfin, je vais aller écouter un podcast. Enfin, j'ai besoin de me l'imposer, sinon mon mode de fonctionnement, je viens gratter là-dessus. Ok, hyper intéressant. Et cool que tu, comme je te dis, cool que tu nous partages parce que ce que je trouve hyper important, c'est que voilà, chacun puisse aussi découvrir qu'il n'y a pas un fonctionnement, il n'y a pas un emploi du temps, tu vois, qui marche pour être Ouais. multipreneur. Et c'est pas ça que justement, entre guillemets, je veux que les personnes qui nous écoutent entendent. C'est pas, tu vas dire, ah là là, bah, si je veux être multipreneur, il faut que je fasse ça, ça, ça. Non, non, c'est regardez bien, là, je sais plus quel invité, tu vas être le 17e ou 18e, un truc comme ça. Eh ben, il n'y a pas eu un seul, comment dire, invité qui en fait a la même organisation. Et c'est Ouais. ça que je trouve hyper intéressant, tu vois. Et est-ce que par contre, tu vois, tu nous as précisé que tu avais un peu tes formats de journée qui étaient quand même, donc depuis cet été, tu le mettais en place comme ça. Est-ce que tu as aussi, comment dire, parce que le lundi matin, tu fais ta semaine, ce que tu vas devoir faire. Est-ce que tu as quand même des petites to-do list? Est-ce que tu utilises des outils pour t'organiser? Est-ce que tu vois, tu te lèves le matin, tu te fais tes to-do list? Ou alors non, comme tu sais que ce jour-là, tu vas devoir travailler sur ça, donc bon, bah, ça part tout seul, tu vois, dans le flow avec ton énergie. Comment tu t'organises Alors, là-dessus? ok, du coup, en termes d'outils, bon là, c'est vrai que Notion, c'est quand même un indispensable, enfin, à mes yeux, hein, c'est un indispensable et ça permet vraiment de centraliser toutes les données, mais aussi toutes les actions que l'on peut faire. Donc ça, c'est mon outil principal, hein, au-delà du CRM. Voilà, moi, je suis plus sur du HubSpot pour du CRM, mais on peut aussi le faire quand on est seul, hein, on peut tout gérer avec Notion. Ça, c'est une question
de préférence. To-do list, pas to-do list. Ce que je remarque, c'est que alors, ce qui est assez marrant, c'est que pour le boulot, donc pour Mhm. mes différentes activités, quand je fais des to-do list, c'est généralement des to-do list qui sont mises, mais que je vais pas forcément faire et je dirais les faire dans l'ordre qu'il faudrait. Tu vois, donc je vais plutôt écouter mon intuition, mon envie du moment, et parfois il y a le truc le plus urgent qui doit être fait. En fait, je le fais pas en premier, mais je vais finir par le faire quand je dois le faire, quand c'est impératif ou quand j'en ai envie là-dessus. Attends, Par contre, attends, t'es en train de me dire qu'en fait t'es humain, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et ça, tu vois, autant, tu vois, pour le côté pro, c'est pas ce qui me sert le plus, donc je suis un peu en train de m'enlever. Par contre, pour tout ce qui est perso, parce que forcément là, avec la venue de l'enfant, bah, j'ai été pas mal en soutien pour ma chérie pendant sa grossesse, et là, ben, voilà, le papa, il a besoin de s'occuper du ménage et tout ça, donc forcément, ça, je suis pas mal sollicité là-dessus. Par contre, ça, en mode de fonctionnement de couple, les to-do list, ça marche énormément. Ça marche Hmm. énormément et ça me donne de l'énergie, tu vois, ça me donne de l'énergie quand je barre ces choses, mais j'arrive pas encore à le mettre en place pour mes projets entrepreneuriaux. Là, je suis plutôt un mode de fonctionnement euh, très, je vais dire très fainéant, en fait, où je suis vraiment connecté à l'essentiel. Limite, c'est quoi si j'avais qu'une seule action à faire à laquelle je ferais, je fais pas les autres. Donc les autres me permettraient de construire d'autres actifs, mais je suis plutôt en mode très focus rentabilité. La Ok. rentabilité, c'est un de mes moteurs en fait, et souvent j'ai un peu du mal, tu vois, sur des projets long terme, sur des projets, tu vois, typiquement côté contenu, créer une marque et tout ça, parce que j'ai pas encore fait mes connexions neuronales associées à la rentabilité, alors qu'on sait que la création de contenu, c'est ce qui apporte le plus de rentabilité sur le long terme, quand c'est bien fait. Mais pour Mhm. l'instant, j'ai mon mode de fonctionnement, j'ai encore une résidence par rapport à ça, ce qui m'empêche pas de développer mes projets, mais je le fais différemment. Ok. C'est gros calcul du coup, c'est plutôt du ROI sur chacune de tes actions pour voir Ouais, je suis- ouais. qu'est-ce qui est efficace quoi. Ouais, je pense que je suis j'ai un mode de fonctionnement très, tu vois, j'ai envie de me prendre mon petit shoot de plaisir, dopamine sur le court terme. Donc si je l'ai que sur le moyen long terme, il faut qu'il soit énorme pour que je le fasse, ou que Je savais je pas. court-circuite un peu mon mode de fonctionnement pour que je me le chope sur le court terme. Tu vois, le principe des petits pas, Mhm. là-dessus. Sinon, tu vois, on discutait avant, tu disais que t'étais très hédoniste. Moi, je suis très là-dedans aussi, tu vois, où Mhm. j'aime profiter et s'il y a un truc qui est douloureux, il me faut mon petit shoot de plaisir sur le court terme, sinon je C'est ponce pas ça. ou j'abandonne sur le chemin. Ouais. Ok, hyper intéressant. Écoute, le temps passe et comme tu as des impératifs et que tu es nouvellement papa, on va pas te garder trop longtemps. Du coup, on va essayer de finaliser cet entretien en une dizaine de minutes. Alors, Ouais. je t'explique comment on va faire ça pour être efficace. Ouais. Euh, Déjà, tu vas nous dire si d'un point de vue organisation, il y a quelque chose que tu as pas dit et que tu penses qu'il faudrait l'aborder. Ensuite, on fera deux-trois minutes sur comment tu structures entre tes différents business, comment tu es organisé. En plus, tu m'as dit que cette réorganisation t'avait fait gagner beaucoup d'argent, donc ça serait intéressant de voir comment. Et ensuite, on se fera, alors normalement, ça prend plus de temps, mais là, on va se faire un short de 5 minutes, fin de question de podcast, donc on va se le faire en mode rapide pour que ça aille très vite. C'est bon pour toi? Ouais. C'est bon pour moi. Allez, super. Eh ben écoute, je te laisse dérouler du coup. Est-ce que déjà d'un point de vue organisation, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu penses qu'il serait intéressant qu'on aborde? Donc pour moi, on a tout abordé et si je devais mettre un peu une conclusion derrière l'organisation, ce qui me donne de l'énergie et qui me permet de tenir aussi dans la durée sur mes projets, c'est les 2 demi-journées que j'ai posées pour moi. Ça a été un gros différenciateur dans ma vie d'entrepreneur et dans le plaisir que je prends au quotidien. Donc, et souvent, je vois beaucoup de personnes qui ont plusieurs projets, qui sont un peu désorganisées, ou quand je regarde leur agenda, on voit qu'il manque ce temps pour soi. Le fait de l'imposer ou de se l'imposer, c'est être en responsabilité avec soi-même. Ça, bah, je sais que ça m'a aidé et peut-être que ça peut aider certains. Et même si je considère que je n'en ai pas encore assez, j'en ai quand même. Et Mhm. maintenant, je suis plus dans un objectif d'en avoir encore plus. Donc, d'où l'objet d'automatiser, de standardiser certains projets qui tournent tout en gardant mon envie, mon excitation dans ce temps pour moi pour lancer ces nouveaux projets. Trop cool.
Bah merci, merci pour ce partage. Effectivement, je partage aussi cette idée-là. J'aime beaucoup l'idée de Fabien Olicard. Je ne sais pas si tu connais de la 32e journée, mais comme tu n'as pas Ok. beaucoup le temps, j'invite toutes les personnes Hmm. qui nous écoutent. Je mettrai le lien directement dans la description de cet épisode. Donc, comment gagner une 32e journée sur chacun de vos mois. Écoute, est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de ta structuration entre tes différents projets? Boîte, structure, SARL, comment tu te rémunères, comment tu fais tout ça, immobilier, enfin, très rapidement. Ouais. Ok. Écoute, par rapport à ça, donc moi je vais peut-être dissocier la partie IMO de la partie pro là-dessus. Comme tu veux. La partie IMO, enfin, elle est assez simple de mon côté parce que par rapport au projet que j'ai, je suis encore sur du statut LMNP en fait. Donc ça c'est le statut de loueur meublé non professionnel. Donc et quand tu fais des travaux, on va dire, t'as un peu une incitation fiscale aussi à le faire puisque tu peux défiscaliser tes travaux et tous les frais notariés, les frais d'agence et tout ça. Donc, ce qui fait que généralement, tu vas commencer à payer des impôts sur tes loyers enfin, je sais que dans mon cas, c'était 6 ou 7 ans, tu vois, là-dessus. Donc ça, je touche, enfin, les salaires, en fait, je les touche directement sur mes comptes Ok. personnels là-dessus. Donc c'est du cash flow positif qui arrive. Mhm. Et après, pour les projets entrepreneuriaux, donc là, cette année, j'ai créé ma holding, qui a des parts en fait dans l'un et ensuite les sociétés que je suis en train de créer sur 2023. Donc tout tourne autour d'une holding. Et pourquoi aussi je l'ai fait à ce moment-là, c'est que ben là, comme je t'avais partagé, donc je suis sorti de l'opérationnel de Scalesia. Donc je suis en train de revendre complètement mes parts. Donc ce qui fait que donc c'était aussi le chemin logique quand tu commences à revendre une entreprise et quand on commence à parler de montants assez conséquents, ben, de créer sa holding qui va ensuite réinvestir dans l'une ou plusieurs de ces sociétés. Et c'est aussi un optique de patrimonial, en fait, parce que ce soit en termes de fiscalité, il y a des avantages à revendre ses parts et les faire sous un régime de holding où ensuite on va réinvestir les montants de la revente. Je crois que c'est 60% que tu revends là-dessus. Donc ça, et ensuite, ben, pour faire les remontées au niveau des boîtes, une fois que tu as des dividendes, mais là, l'activité principale, celle qui me rémunère mes salaires, donc c'est une SARL. C'est une SARL qui est créée et qui, elle, génère les salaires. Me génère les salaires et en termes de charges, ben, entre de la SAS ou de la SARL, donc il y a un peu moins de charges sociales par rapport au fait d'être dirigeant TNS là-dessus. Mais ça, c'est une affaire de préférence. Dans mon cas, Mhm. pour certains, ils vont privilégier le fait d'avoir de la dividende, pour d'autres, ben, d'avoir un salaire. Moi, ben, c'est important pour moi et par rapport à mon niveau de vie que j'avais avant, ben, c'est important pour moi de me verser des salaires, mes salaires élevés. Et aujourd'hui, ben, dans les entrepreneurs que j'accompagne, ça fait partie de mes objectifs, hein, qu'ils ont un business qui leur permet de leur rémunérer 5 800 € net tous les mois. Et quand je dis ça, c'est pas et c'est pas irréaliste, hein. Mhm. Quand on a une expertise, c'est loin d'être irréaliste. Et si on doit raisonner ça en termes de chiffre d'affaires, oui, on parle des 10-12 k quand on est seul, hein, de générer 10-12 k de chiffre d'affaires pour pouvoir se payer ces montants-là, tout en ayant une activité où on investit sur soi et tout ça. Mais c'est important pour moi et pour pouvoir aussi avoir le niveau de vie que j'ai toujours eu depuis que j'ai été salarié, en fait. Mhm. Tu nous as Donc, parlé là d'un montant précis, il est calculé par rapport à quelque chose en particulier ou non? Ça s'est fixé comme ça ouais, par rapport à tes besoins? en fait, le montant, 5 800 €, il y a eu des études qui ont été faites par rapport au bonheur dans la vie. Et ils avaient fait ça sur plusieurs pays européens. En fait, ils avaient estimé que 5 800 €, c'était en quelque sorte le salaire parfait, le salaire idéal pour être pleinement épanoui, que tu pouvais te verser. Que en dessous de ça, en fait, il pouvait y avoir quelques points de frustration et qu'au-dessus de ça, ça te rendait pas plus heureux. Et en fait, moi, je rejoins énormément cette étude parce que quand j'étais salarié, bah voilà, j'étais entre des salaires entre 5 et 6 000 € net, en fait, et ça me permettait d'avoir un niveau de vie très confortable, hein, où j'avais pas à compter, si je voulais m'acheter quelque chose, je pouvais le faire. Je partais 4, 5 fois en vacances par année
Le voyage, bah, c'est quelque chose qui est important pour moi et du coup, bah, ça me nourrissait dans mes valeurs et en même temps, ben, je capitalisais, je mettais de l'argent de côté que je réinvestissais. Donc ça me permettait en fait d'à la fois de vivre une vie confortable où j'ai pas à compter l'argent, de travailler aussi sur mon rapport d'investisseur, le fait de créer un patrimoine et en même temps, ben, de me faire plaisir sur des choses un peu plus court-termistes sans avoir à compter en fait. Parce qu'on a tous des rêves, tu vois, et même si aujourd'hui, en France, parler d'argent dans l'entrepreneuriat ou parler d'argent, de combien on gagne, c'est souvent tabou. Donc moi, quand je discute avec mes amis ou discute avec des pairs, c'est des sujets où j'adore parler d'argent dans mon cas et ben, on aspire tous en fait à un mode de vie où c'est- et on voit encore plus avec l'inflation, ben, gagner 2 3 000 euros, c'est compliqué aujourd'hui de vivre sereinement, de mettre de l'argent de côté. Et quand on est entrepreneur, en fait, ce qu'on nous dit pas, c'est que quand on arrivera à la retraite, alors peut-être que c'est dans 40 ans, dans 50 ans pour certains, sauf que c'est à nous de constituer notre retraite, c'est à nous de constituer notre patrimoine. Donc si on gagne autant qu'en étant salarié, sauf qu'on n'a pas les protections, on n'a pas les cotisations pour la retraite et tout ça, ben, ça va être compliqué en fait dans 40 ans derrière. Donc, ce qui fait que moi j'ai plutôt une vision ben, de se payer en premier, donc de créer un business en fait où on se paye cher, et le cher, ben, pour certains ça va être 4 000, d'autres 5 000, d'autres 6 000, mais on arrive en fait à se payer cher, et après, ben, si on récupère des dividendes, tant mieux, mais souvent un peu dans le start-upper, tu vois. Moi, quand je discute avec des gens qui se payent pas pendant 1 an, pendant 2 ans, ou qui se payent un salaire de misère, moi, ça me choque, en fait. Donc, et je sais pas comment ils font pour profiter de la vie sans ça. Et on le sait, hein, le travail, c'est pas que la vie, hein. Il y a la famille, il y a les envies, il y a les Les rêves. relations. Donc, les relations, il y a le voyage. Donc, et c'est important, en fait, d'avoir une structure où on se sent au-delà de la sécurité, où on paye juste les factures et tout ça, mais on se sent bien à l'intérieur, on se sent serein. Et Bah ça, écoute, c'est un driver dans mes activités aussi. eh ben, franchement, merci pour cette transparence. C'est aussi ce que je cherche aussi à transmettre. Il y a différents niveaux de rémunération en fonction des différents multipreneurs et Oui. que bah, chacun doit se conforter aussi avec son objectif personnel. Et bon, je t'avoue que c'était une fausse question, hein, les 5800, j'avais lu aussi les études, mais je voulais vraiment que tu le verbalises et tu l'as très très bien expliqué, donc ça me fait plaisir et je partage ton avis là-dessus. Écoute, on passe très rapidement, bah, du coup on va le faire en 1 minute et pas cinq sur les questions de fin de podcast euh, pour aller très vite. Allez, c'est parti. Vas-y. Solopreneur ou multipreneur? Multipreneur. Euh, Ton meilleur apprentissage dans la vie? Me prendre des claques et faire faillite. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Mon cœur, ce que je ressens au fond de moi et quand je rencontre les personnes, la connexion que j'arrive à établir avec les gens. Si on pouvait se rappeler de toi pour une seule chose. Qu'il a osé, qu'il a osé et qu'il lâche rien. Ok. Pa, 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 pa. Et trois bouquins comme ça. T'as dit que tu lisais beaucoup, donc trois bouquins. Le secret d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Hum, Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman. Et le troisième, le muscle du bien-être de Mani et Sam. Balèze. Soit t'avais vraiment bien préparé ces questions, soit balèze sur la réflexion. Non, en fait, j'ai ma librairie qui est juste à côté de moi, en fait, donc je l'ai regardé et je me suis dit, Ah, c'est quoi le j'adore. bouquin que je vais conseiller si je devais en partager qu'un ou trois? Eh ben, énorme. Sachez en tout cas que voilà, si quelqu'un lève les yeux au ciel, c'est pas forcément qu'il est visuel, c'est peut-être qu'il a juste sa bibliothèque hors champ et donc il n'est pas en train de réfléchir, il regarde juste ce qu'il y a autour de lui. Euh, et allez, trois multipreneurs que tu nous conseilles d'inviter prochainement. Trois multipreneurs. Ouais, ou multipreneuse. Euh, T'en as parlé déjà d'une tout à multipreneuse. l'heure un peu. Bah, il y en a une, donc c'est une amie qui a fait un projet vraiment extraordinaire autour des enfants. Elle s'appelle Caroline Kartensky.
Là, ce week-end, on a organisé un sommet, sommet des entrepreneurs de demain. Donc, elle a organisé avec sa fondation Shining Heroes. Donc, ça, je pense que ça, c'est typiquement le type de personne qui serait top pour ton podcast. Trop bien. Euh, Là, à chaud, en termes d'entrepreneur, je pense à Hugo Benz, qui est en termes de nombre de projets qu'il a créés, c'est assez impressionnant, tu vois, le nombre de projets qu'il a pu co-créer et qui ont pu percuter là-dessus. Pour ceux qui Euh, suivent le podcast, ça doit être l'épisode 8 ou 9. Donc, voilà, donc tu l'as n'hésitez pas déjà. à y retourner. Ouais, Je sais que tu as interviewé Olivier et Hugo, donc ouais, bon, typiquement c'est la deuxième personne à qui je parle, qui me parle, et le troisième en multipreneur. ouais. J'aurais dit à chaud, j'aurais dit David Laroche, qui par Ok, rapport à ce qu'il est en train de mettre en place, il est en train de mettre en place un bel écosystème, ça commence à être canon. trop bien. Eh ben, écoute, super. On verra si on peut faire venir donc ces deux autres personnes que tu nous as suggérées. Bah, écoute, sur ce podcast, ça serait terrible. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on me retrouve? Ben, plus simple, c'est sur LinkedIn, donc Benjamin Maffé, donc sur les réseaux. Donc généralement, je réponds rapidement aux messages. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à connecter là-dessus. Ou pour ceux qui sont plus sur Facebook, je suis pas mal actif sur Facebook également. C'est mes deux réseaux. Trop chouette. Eh ben, écoute, je te remercie, Benjamin. Merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Yes, yes. Merci pour l'interview, Yann. C'était un grand plaisir et j'espère que ceux qui nous ont écoutés ont pris du plaisir aussi à l'écouter et peut-être des pépites à choper. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi et merci de nous avoir écoutés. Eh ben, juste trop bien, je finis sur une petite chose que j'ai failli oublier de faire. Mais donc là, ça va faire 1h30, bientôt 1h40 qu'on est ensemble. Si vous êtes arrivé jusque-là, j'aimerais bien que vous nous mettiez des petits émoticônes en rapport avec le bébé en commentaire, puisque bon, pour fêter quand même nouvellement papa, donc mettez-nous des petites choses que vous trouvez en rapport avec le bébé et le fait d'être nouvellement papa. Ça nous permettra de savoir qui a tenu jusqu'au bout et donner bah, forcément beaucoup de force à Benjamin. Merci à tous et à bientôt. Salut! Salut! Félicitations, tu es arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à prendre 15 secondes pour nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix et à partager cet épisode autour de toi. Ça nous aide vraiment à faire connaître ce podcast. En attendant, je te donne rendez-vous sur ma newsletter Multipreneur, le lien est dans la description, où tu découvriras chaque semaine des contenus actionnables pour lancer tes projets, t'organiser tout en profitant de la vie.